se plonge aujourd'hui dans un dossier qui a plus de 100 ans, mais dont l'écho résonne encore de façon très très forte. Oui, on parle d'une pile de rapports de police, de témoignages, sur un des crimes les plus mystérieux de l'histoire allemande. La tuerie de la ferme d'Interkaifeck. Et en explorant ces documents, on va essayer de comprendre pourquoi, un siècle plus tard, cette histoire continue de nous glacer le sang. Tout commence dans un lieu isolé presque. Oui, presque coupé du monde. C'est une petite ferme bavaroise cachée derrière les bois. On est au début du printemps 1922. L'endroit s'appelle Interkaifeck. Et c'est là que ça devient étrange. Dans les jours qui précèdent la fin du mois de mars, l'atmosphère devient pesante. L'agriculteur Andreas Gruber remarque quelque chose d'inhabituel. Des empreintes de pas dans la neige. Exactement. Des empreintes dans la neige fraîche. Elles viennent de la lisière de la forêt et elles mènent tout droit à la ferme. Mais le plus troublant, c'est qu'il n'y a aucune trace de retour. Aucune. C'est comme si quelqu'un était entré dans leur monde et n'en était jamais ressorti. Et ce n'est que le début, le premier d'une série de signes vraiment inquiétants. Dans les jours qui suivent, la famille entend des bruits de pas dans le grenier. Il y a aussi un jeu de clés de la maison qui disparaît mystérieusement. Oui, et puis on retrouve un journal de Munich sur la propriété, alors que, bien sûr, personne dans la famille n'y est abonné. L'ambiance devait être terrible. Surtout que la précédente domestique était partie 6 mois plus tôt, persuadée que la ferme était... Hantée, c'est le mot qu'elle a utilisé. hantée ou en tout cas surveillée. Le 31 mars 1922, une nouvelle femme de chambre, Maria Baumgartner, arrive. C'est son tout premier jour. Et ce sera aussi son dernier. Quelques heures à peine après son arrivée, un silence total s'abat sur Interkaifeck. Un silence de mort qui va durer 4 longues journées. Pendant 4 jours, plus rien. La vie s'est littéralement arrêtée. La petite Casilia, la petite fille de 7 ans, ne va pas à l'école. Ce qui n'est pas dans ses habitudes, j'imagine. Pas du tout. Le courrier commence à s'accumuler, les voisins s'étonnent de ce calme plat. Aucune activité, personne dans les champs. C'est donc finalement le 4 avril que l'inquiétude l'emporte. Un groupe de voisins mené par un certain Lorenz Schlittenbauer décide d'aller voir. Et je pense qu'ils s'attendaient à tout sauf à ça. Ils s'attendaient peut-être à trouver la famille malade ou partie, mais pas à cette horreur. Non, la première porte qu'ils ouvrent, c'est celle de la grange. Et là, la scène est apocalyptique. C'est le mot. Ils découvrent 4 corps, assassinés, empilés les uns sur les autres et recouverts de foin. Il s'agit d'Andreas Gruber, de sa femme Casilia, de leur fille Victoria et de la petite Casilia. Un véritable massacre. Et ce n'est pas fini. Il manque encore 2 personnes. Oui, le groupe entre alors dans la maison. Et là, dans leur chambre, ils trouvent les 2 dernières victimes. La nouvelle domestique, Maria, dans son lit. Et le petit Joseph. Le petit Joseph, 2 ans, dans son berceau. Tous les 6 ont été tués avec la même arme magiée. Une pioche, un outil qui appartenait à la famille. C'est ça que je trouve absolument terrifiant. Ce n'est pas une arme à feu, ce n'est pas à distance. Non, c'est brutal, c'est proche. C'est un outil de la ferme. Ça rend la violence inouïe. Mais le détail le plus glaçant, celui qui fait vraiment basculer cette affaire dans l'irréel, ce n'est pas tant le meurtre en lui-même, c'est ce qui se passe après. Absolument. L'assassin, ou les assassins, ne sont pas partis tout de suite. Les indices retrouvés montrent qu'ils sont restés à la ferme. Pendant plusieurs jours. Oui, pendant plusieurs jours après le massacre. Quelqu'un a continué à nourrir le bétail dans l'étable. Quelqu'un a mangé dans la cuisine. Et, encore plus effrayant, des voisins ont vu de la fumée s'échapper de la cheminée tout le week-end. Attends, mais ça défie toute logique. Le tueur massacre 6 personnes, dont 2 enfants, et ensuite, il s'installe, il vit au milieu des corps. Comme si la vie suivait son cours. Ce n'est pas un crime de rage, où on s'enfuit. C'est une sorte de prise de possession des lieux. Comment une enquête peut-elle même commencer face à un comportement aussi aberrant? Très très difficilement. D'ailleurs, l'enquête est en fiasco dès le début. La scène de crime est immédiatement contaminée. Ah oui, les voisins, les curieux... Des dizaines de personnes ont marché partout, touché à tout, bien avant l'arrivée de la police. Et puis les méthodes de l'époque. On est en 1922, il n'y a pas d'analyse ADN. Et les autopsies. J'ai lu dans les rapports qu'elles ont été menées dans des conditions assez particulières. C'est le moins qu'on puisse dire. Le médecin légiste fait ça directement dans la grange, à côté des victimes. Il confirme que l'arme est bien la pioche, mais il découvre un détail atroce.
sur la petite Casilia. Heures après l'agression, on l'a retrouvée avec des touffes de ses propres cheveux dans les mains. Qu'elle se serait arrachée de douleur, c'est insoutenable. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a cette histoire avec les têtes des victimes. Ah oui, c'est incroyable. Dans une tentative un peu désespérée de faire avancer l'enquête, les têtes des 6 victimes sont détachées et envoyées à Munich pour être analysées par des clairvoyants. Par des clairvoyants. Oui, ça n'apportera évidemment aucune réponse et les têtes seront finalement perdues durant les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. C'est dingue. Même les preuves finissent par disparaître. Face à ce chaos, la police a bien dû commencer quelque part. J'imagine la piste du vol. Exactement. La piste la plus rationnelle. Un vagabond, un voleur surpris. Mais cette théorie s'effondre très vite. Pourquoi? Parce qu'en fouillant la maison, les enquêteurs découvrent une grosse somme d'argent. Des milliers de marques, en or et en billets. Cachées, mais intactes. Donc le mobile, ce n'était pas l'argent. Non. Alors si ce n'est pas le vol, c'est personnel, une vengeance. Et là, on ouvre la boîte de Pandore des secrets de la famille Gruber. Et des secrets, il y en avait. Le premier nom qui émerge est presque une figure de fantôme. Karl Gabriel, le mari de Victoria. Déclaré mort au combat en France en 1914. C'est ça. Le problème, c'est que son corps n'a jamais été formellement identifié. Donc la théorie, c'est qu'il aurait pu survivre et revenir 8 ans plus tard. Pour quelle raison? Pour se venger. Et c'est là que le contexte familial devient sordible. Ce n'était un secret pour personne dans le village qu'Andreas Gruber, le patriarche, avait une relation incestueuse avec sa fille, Victoria. Ils ont même été condamnés par la justice pour ça. Oui, en 1915. Et la rumeur disait que le petit Joseph était le fruit de cette relation. Si Karl Gabriel était revenu et avait découvert ça... Ça aurait pu déclencher une fureur meurtrière. C'est un mobile, mais ça semble un peu romanesque, non? Le soldat fantôme qui revient. Y avait-il des suspects plus concrets? Oh que oui! Le principal, celui sur qui les soupçons n'ont jamais vraiment cessé de peser. Lorenz Schlittenbauer. Le voisin? Celui qui a mené le groupe pour découvrir les corps? Lui-même. Son comportement le jour de la découverte, il y a plusieurs choses qui clochent, non? Énormément de choses. D'abord, il semblait savoir où chercher. Ensuite, il est entré seul dans la maison, apparemment avec une clé, alors qu'on se souvient qu'un jeu de clés avait disparu. Il a aussi déplacé les corps, il a contaminé la scène. Et il a fait des commentaires très bizarres par la suite. Il laissait entendre qu'il connaissait des détails que seul le tueur pouvait connaître. Et puis, il y avait son lien personnel avec Victoria. Il a eu une liaison avec elle, il prétendait être le père du petit Joseph. Tout à fait. Il avait un lien direct et un mobile potentiel. Mais alors, pourquoi il n'a jamais été condamné? Parce que les soupçons, aussi forts soient-ils, ne sont pas des preuves. Il n'y avait rien de matériel pour le relier au crime. Il a toujours nié et il a même gagné des procès en diffamation. D'accord. Donc on a un fantôme et un voisin très suspect. Mais j'ai lu qu'il y avait une autre théorie, peut-être encore plus sombre. Oui, celle qui place le coupable au sein même de la famille. Elle se concentre sur le patriarche, Andreas Gruber. Décrit par tout le monde comme un homme violent, tyrannique. Exactement. L'idée, c'est qu'il aurait pu massacrer toute sa famille dans un accès de rage avant de se suicider ou d'être tué. Qu'est-ce qui pourrait appuyer une théorie pareille? Quelques éléments. On sait qu'une violente dispute aurait éclaté la veille des meurtres. Victoria aurait menacé de partir avec les enfants pour de bon, ce qui aurait pu le rendre fou. Et puis il y a une anomalie dans les blessures. C'est-à-dire? Celles d'Andreas Gruber sont différentes. Les autres ont eu le crâne fracassé par de multiples coups. Lui, il n'avait qu'une seule blessure, majeure. Ce qui a mené à une hypothèse assez complexe. Un scénario en 2 temps, oui. Le 31 mars, Andreas tue tout le monde. C'est lui qui reste à la ferme le lendemain, qui nourrit les bêtes. D'accord. Et puis, un peu plus tard, Lorenz Schlittenbauer, inquiet, se rend à la ferme. Il découvre l'horreur et surprend Andreas. Le seul survivant est l'auteur du carnage. Et là, Schlittenbauer se fait justice lui-même. Il tue Andreas pour venger Victoria et l'enfant qu'il croit être le sien. Ça expliquerait son comportement étrange. Il serait à la fois le découvreur des corps Et le meurtrier du meurtrier. Ça expliquerait beaucoup d'incohérences. Mais, encore une fois, Ça reste une pure spéculation. Aucune preuve. aucune. Donc, après des décennies, on se retrouve avec des théories, mais aucune certitude. Qu'est-il advenu de l'enquête, officiellement, Evelyne? L'affaire a été classée en 1955, faute de coupable. Pourtant,
Des interrogatoires ont continué jusqu'en 1986. Mais la ferme, elle, a été rasée dès 1923, effaçant à jamais les derniers indices. Mais l'intérêt pour l'affaire, lui, n'a jamais disparu. J'ai vu qu'en 2007, il y a eu une nouvelle tentative. C'est fascinant, oui. Des étudiants de l'académie de police de Fürstenfeldbruck ont réexaminé tout le dossier avec les techniques modernes. Profilage, analyse de la scène de crime. Et alors? Le résultat? Ont-ils résolu le mystère? Leur conclusion est frustrante. Ils ont conclu qu'une résolution définitive était impossible. Forcément, après tant d'années. Mais en se basant sur tous les éléments, ils sont parvenus à désigner un suspect principal. Une personne dont la culpabilité leur semblait la plus probable. Et qui est-ce? On ne le saura jamais. Ils n'ont pas révélé son nom. Quoi? Pourquoi? Par respect pour les descendants de cette personne, qui sont peut-être encore en vie, ils n'ont pas voulu porter une accusation posthume sans certitude absolue. C'est tellement frustrant. On est si près d'une réponse. Aujourd'hui, sur le site, il n'a plus rien. Juste un champ et un petit mémorial. Une stèle pour 6 victimes d'un crime qui reste une énigme totale. Une énigme qui capture l'imagination, parce qu'elle a tous les ingrédients du cauchemar. L'isolement, les secrets de famille. Et ce tueur qui, au lieu de fuir, s'approprie la vie de ses victimes. Des traces de pas qui ne repartent pas, un tueur qui vit aux côtés de ses victimes. Le mystère d'Hinterkaifeck est vraiment total. Et il se termine peut-être sur une dernière note aussi étrange que le reste. Les archives locales mentionnent un fait survenu quelques années après, en 1927. Ah oui? Un étranger aurait arrêté un habitant du coin en pleine nuit, l'aurait questionné sur l'affaire, avant de crier « C'est moi le meurtrier !» et de s'enfuir dans la forêt. Et on ne l'a jamais identifié. Jamais. Une confession dans la nuit qui ne fait qu'ajouter une dernière couche d'ombre à une histoire qui n'en manquait déjà pas.